Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte, la longue marche du berger. Il avait nom Manuel Castro, mais sur le chantier, on l'appelait simplement Manu. Ah, ce chantier, en avait-il rêvé jadis dans son petit village écrasé de soleil? Un village comme il en existe dans tous les pays pauvres et chauds, blanc comme la craie, figé dans la touffeur estivale, lourd de mouches, de misère, de femmes en noir et d'une ribambelle d'enfants. Manuel Castro était né avec la faim au ventre. Une faim sournoise, permanente, lancinante, que ne parvenaient jamais à endormir les quelques bribes de morue, les olives, le quignon de seigle et le fromage de chèvre que sa mère leur donnait, à ses 2 frères, à ses 3 sœurs et à lui. Aussi, très tôt, tout jeune encore, alors qu'il gardait les chèvres du village, dans les caillasses et la poussière de la contrée, Manuel avait rêvé de la France. Là-bas, assuraient quelques anciens du village, la vie était belle, facile, les gens riches et aimables, le travail peu fatigant et les salaires énormes. D'ailleurs, lui répétait son père, si j'avais toujours mes 2 jambes, je serais là-bas, comme ton oncle Oliveira et ta tante Zumira. Oui, je serais là-bas, et riche. Et, comme eux, je reviendrai parfois au village, avec une belle automobile et de l'argent plein les poches. Là-bas, c'est le paradis terrestre. Tous ceux qui y sont partis me l'ont dit. Et le vieux père Castro essuyait une larme en disant cela, en agitant tristement la jambière gauche et vide de son pantalon. Il s'était fait casser la jambe entre la coque d'un chalutier et le granit du quai en déchargeant une cargaison de sardines. Mais Manuel, lui, avait ses 2 jambes et il avait faim et il était l'aîné des 6. Aussi, à force d'entendre parler de cette terre promise qui avait nom France, il se fit à l'idée d'entreprendre un jour la longue marche qui le conduirait jusqu'à ce pays de cocagne où même les chiens et les chats, lui avait-on dit, étaient nourris avec de vraies conserves. Des boîtes de plats cuisinés, de la viande. Il salivait rien qu'en y pensant, tout en gardant son troupeau de chèvres. Enfin, arriva le jour de ses 18 ans. Encore plus tôt levé que d'habitude, il serra quelques pauvres effets dans sa gibecière élimée, embrassa son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, leur promit de leur envoyer chaque mois de quoi vivre largement et prit gaiement la route. Il marcha plein nord, droit vers Paris et ses mirages. Certains diffèrent sous peu fortune. Il marcha longtemps, et la faim lui tenaillait toujours le ventre. Parce qu'il ne possédait aucun papier qui lui donne le droit de travailler en France, il passa la frontière en contrebande et donna ainsi aux passeurs les dernières piécettes de son maigre pécule, modeste somme économisée depuis 5 ans, au vu de ce grand voyage.
Mais il était tellement heureux d'être enfin arrivé au pays de ses rêves qu'il ne s'inquiéta pas outre mesure d'être ainsi démuni de tout, riche de ses seules mains pour travailler et d'une espérance grande comme l'univers. Il avait quitté son village à la fin du mois d'août. Octobre le trouva vendangeur, en Bordelais, et il crut que la chance déjà lui souriait. Mais, parce qu'il ne parlait pas un mot de français, qu'il ne possédait aucun permis de séjour et de travail, son employeur, un excellent homme au demeurant qui, chaque dimanche, donnait 10 francs à la quête, son patron, donc, se contenta de le nourrir et de le loger pendant les 15 jours que durèrent les vendanges. Puis, la récolte faite, alors que Manuel, tout gauche et intimidé, ne savait pas comment réclamer son salaire, l'employeur, ému par sa propre générosité, lui glissa magnanimement un billet de 100 francs, après lui avoir dit « Tiens petit, ça te permettra d'aller jusqu'à Paris, et si tu veux, tu pourras revenir l'an prochain. J'aime bien les petits gars comme toi. Avec eux, on n'a jamais d'histoire. » Il pleuvait lorsque Manuel prit la route. Au matin, et sous l'eau froide, son enthousiasme s'attiédissait. En fin de soirée, un gros camion de primeurs qui montait jusqu'à Rungis daigna s'arrêter lorsque Manuel, petite silhouette ruisselante au bord du macadam luisant, leva un bras timidement. « Tu vas à Paris ?» demanda le routier. « Paris, Paris !» sourit Manuel en s'installant dans la cabine. « Paris !» redit-il en s'assoupissant bientôt, car les 25 kilomètres de marche effectués depuis le pont du jour lui pesaient dans les jambes. Et parce qu'il était trempé par une journée de pluie, qu'il empestait le chien mouillé, le conducteur ouvrit en grand le chauffage. Puis, il alluma une gauloise pour atténuer un peu l'odeur de misère qui flotte autour de son passage. Malgré l'immense désillusion qu'il ressentait après seulement 8 jours de vie parisienne, Manuel s'entêta 14 mois durant. Il travailla de chantier en chantier, dormit de taudis en taudis. Maçon, comme de nombreux de ses compatriotes, il était de ceux que l'on paie quand on y pense. Et toujours mal. Que l'on rabroue, menace parfois, traite d'étrangers, de bicots ou de métèques. Malgré cela, et le prix exorbitant que lui réclamait le marchand de sommeil, un Portugais lui aussi, pour une paillasse miteuse dans une mansarde du quartier Barbès, il parvint chaque mois à expédier au Portugal la plus grosse partie de son salaire minable. Mais s'il était fier de contribuer ainsi à nourrir sa famille, la tristesse le rongeait néanmoins et l'ennui, un atroce ennui. Désormais, il le savait. Jamais il ne deviendrait ce riche monsieur qui pourrait rentrer au village la tête haute et couvrir sa famille de cadeaux. En dépit de cela et de la honte qu'il faudrait subir dès son retour au pays, s'insinua en lui l'idée d'un nouveau départ. Et tant pis si les voisins glossaient de l'avoir vu partir misérable et revenir pauvre. Ce fut l'hiver qui le fustigea. Lui insuffla la force de prendre une décision. Déjà déprimant en été, le chantier dans lequel il travaillait lui apparut soudain comme l'antichambre de l'enfer. Avec ses grues grinçantes, sa gadoue permanente, le bruit assourdissant des bétonnières et les coups de gueule du chef d'équipe. Au matin du 23 décembre, Manuel boucla la petite valise de toile qui lui servait d'armoire, puis quitta, subrepticement, la chambre dans laquelle dormaient 6 autres pauvres hères. Une fois dans la rue, il frissonna, car le froid était vif. Resserra autour de son cou le ciré jaune qui le protégeait pendant son travail sur le chantier, et se dirigea plein sud, droit sur le Portugal. Tout éclaboussé par la boue que projetaient les voitures qui filaient vers les stations de sport d'hiver, transi de froid et de faim, Manuel n'osait même plus lever les bras. Certain que personne ne serait assez fou pour prendre en charge un vagabond aussi misérable que lui.
Il marchait depuis le matin, et dans ses bottes, brûlées par le ciment et usées par les parpaings, s'insinuait une eau froide qui clapotait à chacun de ses pas. La chance qu'il avait eue la veille ne se reproduirait pas. Un camion l'avait pris en charge dès la sortie de Paris et conduit non loin de Vierzon. Manuel avait ensuite marché toute la soirée pour s'abriter enfin, au soir, lourd de fatigue et de tristesse, dans un hangar à paille où il avait passé la nuit. Et maintenant, une deuxième nuit revenait, et dans la plaine immense, que cernait au loin la masse sombre d'une forêt, nul abri ne se présentait. « J'aurais dû prendre le train », se reprocha Manuel. Mais il haussa les épaules. Le train, c'était la fuite irrémédiable de plusieurs de ses billets qu'il comptait rapporter chez lui. Sa mère en serait si contente. Une grosse et rapide voiture l'éclaboussa de nouveau. Puis une autre encore. Alors, par lassitude et de découragement peut-être aussi, pour repousser la tentation de se jeter sous les roues du prochain véhicule et d'en finir avec cette chienne de vie, Manuel quitta la grande route et prit un petit chemin de traverse. Un mauvais chemin, plein de boue et d'ornières profondes, creusé et recreusé par les roues des tracteurs. Abruti de fatigue et de désillusion, il marcha jusqu'à la nuit complète. Cette fois, pensa-t-il en s'arrêtant enfin, je suis perdu. Et cette idée l'affola. Hagard, trempé jusqu'aux os, il chercha à s'orienter, voulut revenir sur ses pas pour retrouver la grande route, chuta lourdement dans un fossé, tourna dans les labours gluants, courut, appela en vain, puis, éreinté, vaincu, s'assit sur sa petite valise et pleura de détresse. Dans le ciel de ce 24 décembre, après un grand coup de vent qui balaya les nuages, palpitèrent bientôt des millions d'étoiles. « Sainte Marie !» implora Manuel. « Il paraît que les mages qui sont venus vous voir à la crèche se guidaient sur une étoile. Je sais bien qu'ils étaient riches, eux, et savants aussi, et que moi, je suis pauvre et pas malin. Mais guidez-moi quand même. Dites-moi vers où je dois aller, autrement je vais mourir de froid. Sainte Marie, trouvez-moi au moins une meule de paille. C'est pas grand-chose, une meule de paille. Mais c'est bien suffisant pour moi, pauvre petit berger de chèvres, perdu dans un pays où même les chèvres sont mieux traitées que moi. » C'est en relevant la tête qu'il vit soudain la lumière. Elle scintillait là-bas, loin devant, dans la masse noire de la forêt. Une toute petite lumière, mais tellement pleine d'espérance et de promesses. Malgré sa grande fatigue et le poids de ses bottes gorgées d'eau, Manuel se mit à marcher vers la lueur. Et sa crainte était si grande de la voir s'éteindre soudain, de la voir disparaître, en le plongeant à nouveau dans les ténèbres, qu'il se mit à courir. Il s'engouffra dans la forêt, déchira son ciré dans les ronces, se griffa joues et mains dans les buissons noirs et arriva enfin, épuisé, haletant, dans une cour de ferme où, toujours rassurante et chaude, brillait l'ampoule comme une étoile. Un chien jappa soudain, pas d'un grognement agressif et hargneux, mais d'un léger appel de la gorge, juste pour prévenir que quelqu'un était là. Paralysé de peur, Manuel, figé au centre de la cour, vit la porte de la maison s'ouvrir et apparaître une massive silhouette. « C'est vous, docteur ?» lança l'homme en avançant. « Ah, ben non », dit-il après un instant d'observation. « Vous ne ressemblez pas au docteur. Mais qu'est-ce que vous faites là ?»« J'étais perdu, » balbutia Manuel. « J'ai vu la lumière, alors je suis venu. »« Ah, c'est ce qu'il fallait faire, » approuva l'homme. « Mais ne restez pas dehors. »« Si je pouvais dormir dans la paille, »
insista Manuel sans bouger. Mais non, entrez, je vous dis entrez. Ce soir c'est fête, et doublement, s'exclama l'homme en venant vers lui. Vous m'excuserez, dit-il en entraînant Manuel vers la maison, je croyais que c'était le docteur. Oui, expliqua-t-il en riant d'aise et de fierté, je lui ai téléphoné à cause de ma femme. Il devait venir la voir avant qu'elle n'entre à la maternité. C'est pour lui que j'ai allumé cette lumière dehors. Ah bon ? Bégaya Manuel qui ne comprenait goutte. Ils pénétrèrent dans la maison et la douce tiédeur de la pièce envahit Manuel d'un bien-être ineffable. Oui, poursuivit son hôte, en le poussant vers l'âtre où ronflait le feu de chêne. Nous attendions un héritier pour le 1er janvier, et il est venu ce soir, et sans histoire, comme un grand, sans faire de façon, aussi aisément qu'un chevreau. La preuve, il n'a même pas attendu le docteur. Ah, si vous saviez comme je suis heureux, notre premier enfant après 7 ans de mariage, et juste à minuit pour un 24 décembre. Qui est là ? Demanda une voix de femme en provenance de la chambre. Un ami, le premier admirateur de ton fils, après moi bien sûr. Tenez, goûtez-moi donc ce champagne. Non, remercia Manuel. Je n'ai pas mangé depuis ce matin et j'ai peur que... Et qui est cet ami ? Insista la jeune femme. Je ne sais pas, dit l'homme. Il est venu nous voir. Ça suffit, non ? On ne laisse pas quelqu'un dehors une nuit de Noël. Bien sûr, dit la jeune femme. Mais il t'a dit qu'il avait faim, alors donne-lui à manger. D'ailleurs, c'est l'heure du réveillon. Dites, demanda timidement Manuel, après avoir englouti à lui seul presque la moitié de la dinde. Votre petit, comment il s'appelle ? Cette blague, pour un bébé né cette nuit, Emmanuel s'impose, non ? Et vous, comment vous vous appelez ? Manuel Castro. Et chez moi, là-bas, au Portugal, j'étais berger de chèvres. Berger ? murmura l'homme. Comme c'est curieux. Le nôtre nous a quittés voici 2 jours, en me laissant sur les bras 200 chèvres, prêtes à mettre bas. J'ai pourtant la réputation de bien payer mes employés. Dites, ça vous dirait de prendre sa place ? Oh oui ! S'exclama Manuel qui n'en croyait pas ses oreilles. Tu as entendu, Marie ? Dit l'homme en se levant et en entrant dans la chambre. Nous avons un nouveau berger. C'est vraiment le ciel qui nous l'envoie, non ? Mais Marie dormait déjà, et à ses côtés, le tout petit Emmanuel, Béat, souriait aux anges.